Le crissement frénétique de griffes contre la roche instable résonna dans les gorges étroites de la vallée. Rex, un berger allemand balafré par des années de service, s'accrochait à la corniche d'une falaise de plus de 60 mètres, ses muscles puissants tressaillant sous l'effort. Son regard ambré, jadis brillant de la détermination qui avait sauvé tant de vies, s'agrandit sous l'effet d'une peur pure, animale. Une patte glissa, puis une autre. Un gémissement étranglé, presque humain dans sa terreur, perça l'air glacé de la montagne alors que des éclats de pierre dévalaient sous son corps. Le temps sembla se suspendre alors que Rex basculait dans le vide, sa silhouette se détachant à peine contre l'immense paroi de pierre qui s'étendait sous lui, impassible. La chute dura moins de 4 secondes, mais dans ces fragments suspendus, la vie et la mort entamèrent une danse qui allait défier toute logique. Ce qui allait suivre deviendrait une épreuve de foi pour une ville entière, un combat de 38 jours qui allait consumer des fortunes, diviser des familles, mais surtout rallumer une flamme d'humanité qu'on croyait perdue. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un chien, c'était l'histoire d'un lien, d'un combat et d'un miracle. Pensez à liker cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, place à la suite de l'histoire. Rex n'était pas un berger allemand ordinaire. À 7 ans, de son corps massif portait la noblesse discrète d'un vétéran. Ancien chien de recherche et de sauvetage, il comptait 27 missions réussies à son actif. Son pelage, noir charbon, était rehaussé de marques fauves sur la poitrine et le museau, où quelques poils gris trahissaient les années de service. Avant sa chute, ses oreilles dressées détectaient le moindre gémissement sous les décombres, là où même les machines humaines échouaient. Il était les yeux et les oreilles de son maître, André Morel, un ancien officier de la police de montagne. À 65 ans, ce dernier avait raccroché l'uniforme après 40 ans au service de la ville de Saint-Roch-des-Cimes. Une petite bourgade alpine, isolée, nichée entre des sommets aussi magnifiques qu'imprévisibles. La mort de son épouse, Marianne, 6 mois plus tôt, l'avait laissé vide. Il ne lui restait que Rex. Et leur randonnée matinale sur les sentiers escarpés des massifs n'était plus seulement une routine. C'était devenu sa manière de respirer à nouveau. Saint-Roch-des-Cimes comptait à peine 3000 habitants. Un de ces villages où chaque visage était familier, où les secrets circulaient plus vite que le vent. On y apportait encore des tartes aux pommes en cas de deuil, mais les rancunes y pouvaient durer des décennies. Dans ce décor, docteur Clara Monge, vétérinaire au regard perçant, avait posé ses valises 5 ans plus tôt. À 42 ans, avec ses mèches argentées dans une chevelure châtain et ses cernes permanents, elle avait su gagner le respect de ceux qui, au départ, ne voyaient en elle qu'une étrangère. Son cabinet, installé dans une ancienne ferme en bordure de village, était devenu le dernier espoir pour ceux qui refusaient d'abandonner leurs animaux. Un autre nom revenait souvent dans les conversations. Lucas Verdier, guide de montagne, 28 ans, la peau tannée par le soleil et les mains durcies par les hivers, il connaissait chaque sentier, chaque faille rocheuse. 3 ans plus tôt, lors de la crue historique du torrent de la Valette, c'était Rex qui l'avait retrouvé, piégé sous un tronc, l'eau montant dangereusement. Ce jour-là, la voix d'André au téléphone avait été la plus belle musique de sa vie. Et puis il y avait Émilienne Darnay, septuagénaire fière, veuve d'un magnate de l'assurance. Elle vivait dans la maison la plus imposante de Saint-Roch. Toujours habillée avec une élégance décalée, perles au cou même pour acheter du pain, elle masquait avec soin les dettes qui s'accumulaient depuis la mort de son époux. Peu savait qu'elle se battait contre des avis de recouvrement bien plus menaçants que son rouge à lèvres impeccablement appliqué. Ce matin-là, tout avait commencé comme une promenade ordinaire. Une brise fraîche portait l'odeur des pins et André, sac léger sur le dos, avait glissé dans sa poche une vieille photo de Marianne qu'il montrait à l'horizon comme si elle pouvait encore voir. « Belle journée, hein, mon grand ?» avait-il soufflé à Rex, sa main calleuse se posant sur l'épaule massive du chien. Rex répondit par un aboiement doux, sa queue fouettant l'air avec bonheur. Ces moments de silence partagé étaient devenus son refuge, l'instant où la peine perdait du poids. Mais les Alpes sont aussi belles qu'imprévisibles. Les nuages sombres, d'abord lointains, engloutirent les cimes à une vitesse effrayante. Le tonnerre éclata, un éclair frappa un pin non loin, le tronc explosant sous l'impact. Et là, Rex, pourtant habitué aux coups de feu, aux cris, aux catastrophes, céda à une peur primitive. Un éclair dans ses yeux, puis un bond, et il disparut dans les fourrés. « Rex !» hurla André.
sa voix noyée dans le déluge. Il courut, trébucha, glissa sur les pierres rendues traîtresses par la pluie, appelant encore et encore. Le soir, il rentra seul, dégoulinant, épuisé, brisé. Il laissa la lumière du porche allumée et remplit la gamelle, un geste futile, mais porteur d'espoir. À l'aube, il était déjà reparti. Dans son sac, des friandises, un vieux jouet Queener et une foi obstinée. 15 kilomètres parcourus, aucun signe. Le deuxième jour, il imprima 50 affiches avec la dernière photo de Rex, prise lors des funérailles de Marianne. Il est resté assis à côté de moi pendant toute la cérémonie, confia-t-il à la propriétaire du magasin de reprographie. On aurait dit qu'il comprenait. Je vais l'afficher dans notre vitrine, répondit-elle. Ce chien a plus d'amis que certains humains ici. Mais dans le cœur d'André, une certitude naissante s'imposait. Si Rex n'était pas revenu, c'est qu'il ne le pouvait pas. Le troisième matin, Lucas menait un groupe de randonneurs sur un sentier surplombant la vallée de la Lame brisée, un lieu connu pour ses panoramas vertigineux. Et soudain, en contrebas d'une corniche, un mouvement attira son regard. Il s'arrêta net, sortit ses jumelles. Son souffle se coupa. À une trentaine de mètres, sous le sentier, sur un rebord étroit, un chien au pelage noir et fauve tournait en rond paniqué. Et cette tache blanche sur la poitrine. « C'est Rex !» souffla-t-il, le cœur serré. Il appela aussitôt les secours, puis André. « Je l'ai retrouvé, monsieur Morel. Il est sur une corniche dans la Lame brisée. Je ne sais pas comment il a survécu jusque-là. Mais la roche s'effrite. » André arriva sur les lieux alors que l'équipe de secours installait cordes et harnais au bord du précipice. Son visage, déjà creusé par le chagrin et les nuits blanches, paraissait avoir vieilli de plusieurs années en 3 jours. Lorsqu'un jeune secouriste tenta de l'empêcher d'approcher, André le regarda avec une intensité glaciale, celle d'un ancien flic qui avait autrefois tenu tête à des criminels armés. « C'est mon chien », dit-il simplement, « c'est tout ce qui me reste ». À travers ses jumelles, il vit Rex le reconnaître immédiatement. Le chien dressa les oreilles, émit un aboiement joyeux, puis se mit à remuer la queue malgré la corniche instable sous ses pattes. « Bouge pas, mon grand », murmura André, la voix étranglée. « Reste tranquille, s'il te plaît. » Un sauveteur entamait sa descente en rappel le long de la paroi, lorsque Rex, excité par la vue de son maître, se redressa un peu trop vite. Une section du rebord céda sous ses pattes arrière, il bascula, son corps s'accrocha un instant puis glissa dans le vide. Le cri qui s'échappa de la gorge d'André n'était pas un mot, mais un rugissement de douleur brute. Il tomba à genoux, les jumelles serrées contre son torse, comme pour empêcher son cœur de se briser davantage. Mais Lucas n'hésita pas. Il ignora les cris de mise en garde des secouristes et s'élança à travers un sentier escarpé qui serpentait jusqu'au fond du canyon. Il n'avait ni harnais, ni autorisation. Il n'en avait que faire. 7 heures plus tard, au crépuscule, il réapparut à l'entrée des gorges, le visage strié de larmes, les vêtements en lambeaux, portant Rex dans ses bras. Le chien, brisé, couvert de sang et à peine conscient, respirait encore. « Il est vivant !» annonça Lucas, la voix rauque. Il était coincé entre 2 rochers, sur un lit de neige. C'est ça qui a amorti la chute. Le trajet jusqu'à la clinique de la docteur Monge se fit dans un silence fébrile, ponctué seulement par les murmures d'André à l'arrière du pick-up. « Tiens bon, mon vieux, je t'en supplie, je peux pas te perdre toi aussi. » Quand ils franchirent les portes de la clinique, Clara Monge perdit brièvement son masque de contrôle. Elle croisa le regard d'André. Et dans cet échange muet, tout de sûr, il fallait un miracle. L'examen fut brutal. Les mains expertes de la vétérinaire parcoururent le corps mutilé de Rex, énumérant les blessures à voix haute, côte fracturée, patte arrière gauche probablement irrécupérable, lésions internes évidentes, atteinte probable de la moelle épinière, hémorragie, signe de commotion sévère, déshydratation avancée, hypothermie. Elle s'interrompit, le stéthoscope contre la cage thoracique du chien. André restait figé dans un coin de la pièce, comme si bouger risquait d'anéantir le peu d'espoir qu'il lui restait. « Je suis désolé, monsieur Morel », finit-elle par dire en retirant ses gants. Mettre fin à ses souffrances serait la chose la plus humaine à faire. Même avec une chirurgie, ses chances de récupération significatives sont proches de 0. Mais aucun mot ne sortit de la bouche d'André. Il avait perdu sa femme. Il n'allait pas perdre Rex. Pas maintenant. C'est Lucas qui prit la parole. « Vous ne pouvez pas l'euthanasier. » La vétérinaire haussa légèrement les sourcils. « Je comprends que ce soit difficile, commença-t-elle. « Non, vous ne comprenez pas.
coupa Lucas, les yeux encore rouges. 3 ans en arrière, pendant les inondations, j'étais piégé sous un arbre avec l'eau qui montait, la radio cassée. Personne ne me trouvait. Ils avaient abandonné, tous, sauf Rex. Il a suivi ma trace à travers 2 kilomètres de forêt inondée. Et c'est lui qui a guidé les secours jusqu'à moi. 10 minutes de plus et je serais mort. Il tourna les yeux vers le chien, recroquevillé sur la table d'examen. Je lui dois la vie, on doit au moins essayer. Docteur Monge ferma les yeux, tiraillé entre la raison et l'émotion. Elle savait ce que coûterait une telle intervention. Des milliers d'euros, des semaines de soins intensifs, et même là, aucune garantie. Je payerai, dit André soudainement. Sa voix était rauque mais résolue. Peu importe le prix, je vendrai ma maison s'il le faut. Il est toute ma famille. La vétérinaire le regarda longuement, puis baissa les yeux vers l'animal brisé. Contre toute logique médicale, elle sentit sa propre détermination vaciller. Il faudra faire venir des spécialistes, de l'équipement qu'on n'a pas ici. Et ce ne sera jamais une promesse. Essayez juste, murmura André. S'il vous plaît. La porte s'ouvrit alors sur une silhouette inattendue. Émilienne Darnay, impeccable dans sa tenue de tennis et ses perles, s'avança dans la pièce, son regard posé sur Rex. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, dit-elle d'une voix calme mais assurée. Et j'aimerais financer les soins. » Clara Monge la dévisagea. « Madame Darnay, cela pourrait représenter des dizaines de milliers d'euros. » Mais Émilienne resta droite. Elle ne parla pas des lettres d'huissier sur son bureau, ni des appels menaçants de sa banque. Elle se contenta de dire « Je sais ce que je fais. Ce chien mérite une chance. » Ce que personne ne savait, c'est qu'Émilienne était présente ce jour au parc, où Marianne Morel s'était effondrée. C'est Rex qui avait aboyé pour alerter, qui était resté aux côtés de son maître tandis qu'il faisait un massage cardiaque désespéré. Son propre chien Baron, un autre berger allemand, était mort 3 mois plus tôt d'une insuffisance rénale. Elle n'avait pas pu le sauver. Peut-être pouvait-elle sauver celui-ci. Au petit matin, la rumeur avait déjà fait le tour de Saint-Roch. Les premières opérations chirurgicales commencèrent alors qu'une foule discrète s'amassait devant la clinique. Les avis étaient partagés, les convictions tranchées. Un commerçant lança à voix basse « Tout ça pour un chien, on ferait mieux de nourrir les familles dans le besoin. » Mais la bibliothécaire, une dame sèche mais lucide, répondit « Ce chien a sauvé Lucas pendant les crues et Madame Tassigny lors de la fuite de gaz l'hiver dernier. Il a mérité chaque centime. » À l'intérieur, la docteure Monge luttait contre la montre. 8 heures de chirurgie pour stopper les hémorragies internes et stabiliser l'état de Rex. Quand elle ôta ses gants, épuisée, elle s'approcha d'André, resté dans la salle d'attente sans manger ni dormir. Il a tenu le coup. Le plus dur commence maintenant. Les prochaines 24 heures seront décisives. André acquiesça, les yeux rouges. « Je peux le voir ?» Elle hésita, puis fit un signe de tête, mais seulement quelques minutes. À la vue de Rex, intubé, relié à des machines, André manqua de s'effondrer. L'animal, autrefois si robuste, n'était plus qu'un souffle maintenu artificiellement. Il tira une chaise et s'assit près de lui. Quand il fut seul, il murmura « Marianne serait furieuse, tu sais. Elle disait toujours que t'étais un inconscient, à courir après les écureuils trop près des falaises. Mais elle t'adorait. Alors je t'en prie, mon vieux, battez-toi. Je peux pas te dire au revoir, pas encore. » Dans la salle d'accueil, Marc Lefort, journaliste au journal local Le Messager de Saint-Roch, interviewait Lucas, carnet à la main. Âgé de 32 ans, Marc s'était installé au village pour s'occuper de sa mère malade, pensant n'y rester que quelques mois. 3 ans plus tard, il écrivait toujours pour le journal local, découvrant que dans les petites communautés, les histoires les plus puissantes ne se trouvaient pas dans les grands drames politiques, mais dans les silences, les regards, les chiens perdus. « Tu crois vraiment qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-il, stylo en l'air. Lucas hocha la tête, les traits s'étiraient. « Je suis obligé d'y croire. Rex, c'est plus qu'un chien, c'est un symbole. Et on a besoin de symboles ici. »« Un symbole de quoi ?» demanda Marc. Lucas prit un moment avant de répondre. De loyauté, de courage, de la certitude que certaines choses méritent qu'on se batte pour elles, même si ça semble déraisonnable. L'article parut le lendemain. Un héros se bat pour sa vie après une chute de 60 mètres. Le papier retraçait la carrière de Rex, les vies sauvées, l'intervention de la communauté, et se terminait sur cette citation « Certaines fidélités méritent d'être honorées, quel qu'en soit le prix ». À midi, le quotidien régional de Grenoble reprit l'histoire. Le soir, une chaîne nationale envoya une journaliste sur place. Les retombées ne tardèrent pas. La docteure Monge reçut des dizaines d'appels de vétérinaires à travers le pays proposant leur aide ou leur matériel. Mais la vague médiatique entraîna aussi des controverses.
Le conseil municipal s'enflamma sur la question d'un éventuel soutien financier à la clinique. Sur Internet, les débats faisaient rage. Fallait-il dépenser autant pour un chien quand des hôpitaux pour enfants manquaient de ressources? Mais au cœur de tout ça, Rex continuait de se battre. Il survécut à la première nuit, puis à la deuxième. Au matin du troisième jour, Clara Monge entra dans la salle de repos avec une étincelle dans le regard. Ses analyses sont meilleures, et ce matin, il a réagi à un stimulus douloureux sur sa patte arrière droite. Ça veut dire que la moelle n'est peut-être pas sectionnée. André sentit naître en lui une lueur qu'il n'avait pas connue depuis des mois. « Il pourrait remarcher ?» lui demanda-t-il. « Ne nous emballons pas » répondit la vétérinaire, « mais c'est possible. » Quand ils arrivèrent à la cage de convalescence, André s'arrêta net. Les yeux de Rex étaient ouverts, vagues, à moitié endormis par les médicaments mais bien ouverts. Et quand il croisa le regard de son maître, sa queue remua doucement. Une fois, deux fois, un mouvement à peine perceptible. Mais pour André, c'était tout. Il se pencha, front contre les barreaux. « Mon vieux, tu es là. » À l'extérieur, la tension du village avait changé de tonalité. Un espoir prudent remplaçait le silence accablé. Même les plus sceptiques commençaient à murmurer des encouragements. Franck Delmas, propriétaire de la quincaillerie, regarda Émilienne Darnay écrire un nouveau chèque à l'accueil de la clinique. Un rictus songea sur son visage d'ordinaire fermé. Quelque chose changeait dans l'air de Saint-Roch. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon de petits miracles et de grandes angoisses. La clinique ne désemplissait plus. Des bénévoles se relayaient à la réception pour filtrer les appels, distribuer les dons. Des vétérinaires spécialisés affluaient, venus de Lyon, de Lausanne, même de Toulouse. Au 7e jour, Clara Monge réalisa la deuxième intervention, réparer la patte arrière gauche brisée. 6 heures d'opération guidée par un expert en orthopédie animale. Quand elle montra à André le dispositif, une armature métallique fixée par des tiges, traversant la jambe, elle tenta de le rassurer. « C'est impressionnant, je sais, mais ça maintient l'alignement osseux parfaitement. C'est une chance. Quand pourra-t-il rentrer à la maison ?» demanda André, les yeux cernés par les nuits passées sur le vieux canapé de la salle de repos. « On parle de semaines, pas de jours. Ce qu'il a subi, le fait qu'il soit en vie est déjà un miracle. » André hocha la tête. Il savait. Mais il resterait. Il avait déjà quitté sa maison depuis des jours, dormant dans sa voiture, se lavant dans la petite salle de bain du personnel. Alors Clara lui proposa un lit de camp, installé juste à côté de la cage de Rex. Le 9e jour, Rex accepta sa première bouchée de nourriture solide. Une purée de poulet que son maître lui donna à la cuillère. Quand le chien lécha ses babines avec lenteur, toute l'équipe applaudit. « Comme quand il était chiot », murmura André, les larmes aux yeux. « Tu te souviens, mon glouton ? Quand tu avais dévoré mes chaussures neuves ?» Il caressa doucement la tête de Rex, évitant la perfusion. Ce soir-là, Émilienne Darnay arriva avec un dîner chaud pour toute l'équipe. Du ragoût maison et du pain frais. Elle était toujours impeccable, même dans cette clinique stérile. « Comment va notre patient ?» demanda-t-elle. André esquissa un sourire fatigué. « Il a mangé. Les analyses se sont meilleures. » Émilienne hocha la tête puis hésita. Ses doigts se crispèrent sur son sac. « J'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. Mais Rex, il comptait pour moi aussi. Le jour où Marianne s'est effondrée, j'étais là, avec mon chien Baron. Et c'est Rex qui a alerté les secours. Il n'a jamais quitté sa maîtresse. 3 mois après, j'ai perdu Baron. Une insuffisance rénale. On n'a rien pu faire. » André posa une main sur la sienne. « Je suis désolé pour Baron. » Elle inspira profondément. « C'est pour ça que je fais tout ça. Ces chiens-là, ce sont nos familles. Ils méritent qu'on se batte pour eux. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est que le matin même, son conseiller financier lui avait annoncé qu'elle avait dépassé les limites, qu'elle était en train de tout perdre. Mais elle s'en moquait. Elle n'avait pas pu sauver son propre chien. Alors elle sauverait celui-là. Marc Lefort, qui avait initialement écrit un article unique sur Rex, avait fini par en faire une rubrique quotidienne. Le journal de Rex. Les abonnements du Messager de Saint-Roch avaient explosé. Les gens des villes voisines venaient eux aussi suivre l'histoire. Chaque jour, Marc rapportait les nouvelles du chien rescapé, ses progrès, ses rechutes, ses regards pleins de vie. Et chaque jour, il s'installait dans le bureau de la docteure Monge avec son carnet et son ton posé. Ce soir-là, André lui parla des petites victoires du jour. Un appétit plus stable, une réaction au toucher sur la patte blessée, et surtout, ce léger frémissement de la queue lorsque le vieil homme s'approchait. Pendant qu'ils échangeaient, Lucas entra, les bras chargés d'un colis imposant. « Livraison spéciale »,
annonça-t-il en posant l'énorme boîte au sol. La clinique de rééducation vétérinaire de Valmont nous envoie un bassin d'hydrothérapie portable. Ils ont vu les reportages. Ils ont dit « Un chien qui survit à une chute de 60 mètres mérite les meilleurs soins ». Clara écarquilla les yeux. « C'est un appareil à 12 000 €. Il le donne ?» Lucas haussa les épaules. « Pas donné. Prêté pour une durée illimitée, à titre exceptionnel. » Alors que tout le monde déballait l'équipement, Clara prit marque à part. « Écoute, je suis ravi que l'histoire ait touché les gens. Mais tu dois rester prudent avec ce que tu publies. La situation de Rex reste critique. Il peut y avoir des complications graves. Je veux éviter les espoirs démesurés. » Marc hocha la tête. « Je comprends. Je ne veux pas en faire une légende. Je veux raconter la vérité. » Le 12e jour, la docteure Monge lança la première séance de physiothérapie. À côté d'elle, André tenait la tête de Rex, lui parlant doucement pendant qu'elle manipulait prudemment les pattes, pliant et dépliant chaque articulation pour éviter l'atrophie musculaire. « Il souffre ?» demanda André, les yeux brillants d'inquiétude. « Un peu, mais la morphine aide. Et c'est nécessaire, sinon ses articulations se figeront. » Ce soir-là, comme chaque soir, André parla à son chien. Une habitude devenue vitale. Il lui racontait des souvenirs avec Marianne, les balades en montagne, les anniversaires oubliés, les soirs d'orage. Tu sais, elle disait que t'étais le plus beau cadeau de notre vie. Même quand tu lui endormais les jambes en dormant sur ses pieds. Elle grognait, mais elle ne bougeait jamais. Elle disait que tu tenais chaud. Les yeux de Rex, plus vifs désormais, restaient fixés sur lui. Et ce soir-là, pour la première fois depuis la chute, le chien leva légèrement la tête et la posa contre la main de son maître. Dehors, la mobilisation ne faiblissait pas. Une boîte à dons, installée au restaurant du village, avait récolté plus de 3 000 €. L'école primaire avait organisé une opération carte pour Rex, où les enfants avaient dessiné des messages d'encouragement. Tous les murs de la salle de soins étaient désormais recouverts de dessins colorés. Rex en super-héros, Rex sauvant des chiots, Rex qui vole au-dessus des montagnes. Mais tous ne voyaient pas ces efforts d'un bon œil. Des lettres anonymes arrivaient au journal local critiquant les sommes dépensées. Un auditeur appela l'émission de la radio régionale « Et les hôpitaux pour enfants ? Et les familles sans toit ? Ce chien coûte plus que tout le service de pédiatrie de Grenoble. » Le conseil municipal restait divisé. L'émotion populaire se heurtait à la froideur budgétaire. Franck Delmas, le quincaillier sceptique du début, se retrouva à débattre avec un client à sa caisse. « C'est de la folie, » disait l'homme en comptant la monnaie pour des vis. « Un chien reste un chien. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. » Franck, à sa propre surprise, répliqua sèchement. « Ce chien a sorti ma belle-sœur de chez elle quand la fuite de gaz a failli la tuer. 5 minutes de plus et elle aurait fini avec le cerveau grillé. Et ça vaut quoi, hein ? C'est pas une question d'argent, c'est une question de ce qu'on est prêt à défendre. » Le 14e jour, une entreprise d'orthèse pour animaux basée à Toulouse envoya un colis, un harnais sur mesure, assorti d'un chariot à roulettes pour soutenir l'arrière-train de Rex lorsqu'il tenterait ses premiers déplacements. Clara l'observa en silence, les bras croisés. « C'est trop tôt pour l'utiliser hier, admit-elle, mais c'est bien de l'avoir. » Sa colonne guérit mieux que prévu. L'après-midi même, alors qu'André lisait à haute voix les résultats sportifs dans le journal, Rex redressa les oreilles, il renifla l'air, puis émit un petit gémissement joyeux. Une seconde plus tard, la porte s'ouvrit sur Lucas, un sac de hamburgers à la main. André se figea. « Il t'a entendu arriver. Il t'a senti. » Clara accourut, réalisa quelques tests rapides. Réponse pupillaire, suivie du regard, réflexe. Elle hocha la tête avec un sourire rare. Sa cognition est intacte. Il a associé ton odeur ou le bruit à de la nourriture. C'est un excellent signe. Le cerveau fonctionne. Ce soir-là, alors qu'André était parti se doucher chez Lucas, pour la première fois depuis 2 semaines, Clara s'installa seule près de la cage de Rex, son carnet sur les genoux. « Tu es un battant, mon gars, » dit-elle à voix basse. « Statistiquement, tu devrais déjà être mort. » Elle glissa une main à travers les barreaux pour vérifier un bandage et Rex, dans un geste lent mais volontaire, lui lécha les doigts. C'était la première marque d'affection qu'il adressait à quelqu'un d'autre que son maître. La vétérinaire se racla la gorge, les yeux brillants. « Bon, c'est bien ça, t'as gardé ton fichu caractère. Parfait. » Au début de la 3e semaine, elle introduisit une nouvelle étape dans le traitement. L'hydrothérapie. Dans la baignoire spéciale, soutenue par un harnais, Rex allait pouvoir réapprendre à bouger ses pattes sans supporter le poids de son corps. André, Lucas et Émilienne assistèrent à la première séance. Lorsque l'eau tiède monta autour du corps de Rex, son attitude changea. Son regard s'anima, sa queue remua.
et ses pattes commencèrent à effectuer de petits mouvements hésitants, comme s'il nageait à nouveau. 10 minutes de gestes lents, mais 10 minutes de victoire. À la fin, il était épuisé, mais éveillé. La séance fut filmée et envoyée à la télévision locale. Diffusée dans le journal du soir, elle fit le tour du pays. Et dans les heures qui suivirent, une vague de dons submergea le compte solidaire créé par Lucas pour couvrir les frais non pris en charge par Émilienne. Mais dans l'ombre de ce succès, un nouveau drame se préparait. Ce matin-là, Émilienne Darnay se leva tôt, bien avant l'arrivée du soleil. Elle avait rendez-vous avec son conseiller bancaire par téléphone. La voix, à l'autre bout de la ligne, était plus tendue que d'habitude. « Madame Darnay, je vous le dis, avec tout le respect que je vous dois, vous avez vidé vos comptes liquides. Votre situation devient réellement préoccupante. » Elle regarda fixement la fenêtre, les volets encore fermés. « J'ai conscience de ce que je fais, monsieur Barrault. » Il tenta une dernière fois. « Votre fille ignore tout ça. Son inscription en médecine à Lyon dépend de votre garantie parentale. Vous avez aussi votre taxe foncière en attente et l'échéance de votre prêt relais. » Elle l'interrompit d'une voix calme. « Je trouverai une solution. J'ai toujours trouvé. » Et elle raccrocha. Ce soir-là, comme à son habitude, elle arriva à la clinique avec un panier repas pour l'équipe. Des parts de quiche maison, des compotes, du café fort. James l'accueillit avec un sourire fatigué. « Il a bien travaillé aujourd'hui. » Clara dit que ses réflexes sont de plus en plus nets. Elle s'approcha de la cage. Rex leva la tête à son approche. Elle sourit. « Salut mon beau. Tu fais ton fier, hein ?» Elle tendit la main à travers les barreaux. Il la renifla longuement, puis appuya son museau contre ses doigts. Pendant ce temps, Clara enseignait à André des exercices simples de kinésithérapie. Flexion passive, extension contrôlée, rotation douce. Et l'ancien policier s'exécutait avec une précision méthodique. « Vous êtes doué, » remarqua Clara. « Vos gestes sont sûrs, respectueux. Beaucoup de gens paniqueraient à l'idée de manipuler un chien aussi blessé. » André haussa les épaules. « Je suis vos consignes. » Elle le fixa un moment. « Vous avez déjà pensé à travailler dans un centre pour animaux de service ? Ils cherchent souvent des bénévoles avec votre profil. » Il resta silencieux un instant. Depuis la mort de Marianne, il n'avait plus envisagé l'avenir, juste la survie. Il se contenta de répondre « Je vais y réfléchir ». Au fil des jours, Rex commença à tirer doucement sur ses pattes avant durant les séances. Son arrière-train restait faible, mais la volonté était là. Clara décida alors de tester le harnais à roulettes dans le jardin clôturé de la clinique. Lorsqu'il fit ses premiers mètres, avec cet attelage étrange, chaque membre de l'équipe retint son souffle. Il avançait lentement, maladroitement, mais ses yeux brillaient. Il ne rampait plus. Il se déplaçait. « Il va marcher à nouveau ?» déclara André, debout près de Clara, les mains serrées dans son dos. Elle ne le contredit pas. « Il progresse vite, c'est vrai. Mais André, même au mieux, il aura des séquelles. Il ne remontera pas l'école comme avant. Il ne galopera plus dans la neige comme un jeune chien. » Il resta fixé sur Rex, qui levait fièrement la tête. « Personne ne reste le même, docteur. Marianne disait que la vie, c'était justement ça, se laisser transformer. Et Max, pardon, Rex et moi, on s'adaptera. » À cet instant, le soleil se couchait sur Saint-Roch, teignant les montagnes de rose et d'or. Personne ne se doutait qu'un nouveau revers se préparait. Un test inattendu, une épreuve qui allait forcer chacun à confronter ses vérités les plus douloureuses. Le 25e jour, un rayon timide perça à travers les stores de la salle de soins. André se réveilla sur son lit de camp, le dos endolori, mais l'âme en paix. Il se tourna vers la cage. Rex était éveillé, les yeux brillants, le fixant avec une clarté nouvelle. « Bonjour mon vieux », murmura André, se redressant. Le chien remua doucement la queue en guise de réponse. 1 heure plus tard, Clara entra, cerne creusée mais sourire discret aux lèvres. « Je pense qu'on peut tenter quelque chose aujourd'hui. Sa tonicité musculaire a progressé. J'aimerais tester une mise en station verticale avec harnais et soutien bien sûr. » L'excitation parcourut l'équipe. Lucas arriva avec des croissants et un café brûlant. Émilienne ne tarda pas, aussi impeccablement coiffée qu'à l'accoutumée, bien qu'elle ait vendu la veille les boucles d'oreilles en saphir de sa grand-mère pour maintenir les apparences. La préparation fut minutieuse. On ajusta le harnais, on soutint les hanches, les épaules, la colonne. André se plaça devant son chien à hauteur de regard. « Comme nos échauffements du matin, tu te souviens ? Doucement ?» Au début, Rex resta suspendu dans le harnais, immobile. Puis sa patte avant se tendit.
L'arrière droit suivit. Et contre toute attente, l'arrière gauche, pourtant meurtri, trembla, hésita, puis pressa légèrement le sol. Il tenait, pas longtemps, 10 secondes, mais il tenait. « C'est incroyable !» souffla Lucas. Il s'est tenu debout. Clara, toujours mesurée, avait les yeux brillants. « C'est un excellent premier essai. On va rester prudent, mais c'est très prometteur. » L'information circula à travers le village comme une traînée de poudre. Cette fois, ce n'était pas une rumeur ou un espoir fragile. C'était un fait. Le chien tombé d'une falaise était debout. Mais à quelques rues de là, caché dans sa voiture, Émilienne tenait dans ses mains une enveloppe épaisse, un avis de saisie. Sa maison, transmise sur 3 générations, était sur le point d'être saisie par la banque. Tout ça pour avoir financé le combat de Rex. Elle posa le front contre le volant, laissant échapper un soupir tremblant. « Ça en valait la peine », murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive. » Ce même après-midi, un camion banalisé se gara discrètement devant la clinique. 2 hommes en descendirent et transportèrent à l'intérieur une grande caisse renforcée, soigneusement étiquetée au nom de la docteure Monge. Elle accourut, intriguée. Lorsqu'elle déballa le contenu, elle demeura sans voix. « Un tapis roulant sous-marin », murmura-t-elle. L'appareil, d'une technologie de pointe, permettait de rééduquer les chiens avec des exercices en eau contrôlée, soutenant le corps tout en favorisant les mouvements naturels. Peu de cliniques privées en possédaient. Une lettre accompagnait la livraison, destinée à notre hôpital vétérinaire universitaire, mais votre patient en a plus urgemment besoin. Prêt à durée illimitée. Continuez à nous rappeler à ce qui est possible. Ce jour-là, un autre appel inattendu bouleversa l'équipe. La docteure Abigail Torres, neurologue vétérinaire de renommée internationale basée à Lille, avait vu le reportage sur Rex. « J'aimerais proposer un protocole expérimental », expliqua-t-elle par visioconférence. Combinaison de cellules souches et de neurostimulation. Encore en phase d'essai, mais les premiers résultats sont très prometteurs. Clara écouta avec attention. Les coûts, même avec la participation bénévole de Dr Torres, frisaient les 30 000 €. « Je peux venir dans une semaine avec l'équipement. Mais soyons clairs, c'est une tentative, pas une garantie. » Clara exposa la proposition à André dans le jardin où Rex profitait d'un rare moment au soleil, la tête posée sur les genoux de son maître. « Une opportunité, mais coûteuse. Le traitement doit être administré dans les tout prochains jours, tant que son système nerveux est encore réceptif. » André baissa les yeux vers son chien. « J'ai mis la maison en vente. Le notaire dit qu'elle partira vite, même dans son état. Dès que c'est signé, je peux payer. » Clara secoua la tête doucement. « Ce sera trop tard. L'efficacité du traitement dépend du timing. » Et c'est alors qu'Émilienne réapparut. Elle avait tout entendu depuis le porche. « Je vais régler cette facture », déclara-t-elle d'un ton clair. Clara hésita. « Vous avez déjà tant donné ?»« C'est ma décision », coupa Émilienne. « Je transfère les fonds dès demain matin. » Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que les comptes d'Émilienne étaient presque vides, et que ce geste risquait de lui faire tout perdre. Mais un autre événement se préparait, un élément que même elle n'aurait pu prévoir. Car pendant que les préparatifs pour le protocole expérimental se mettaient en place, une autre voix, cette fois bien réelle, s'apprêtait à se faire entendre. Plus tôt dans la journée, à des centaines de kilomètres, un conseiller de la Banque de Grenoble, inquiet de la situation financière d'Émilienne, avait tenté de la joindre, sans succès. Alors, avec un mélange d'inquiétude et d'obligation morale, il décida de contacter sa fille, Léa Darnay. Léa, interne en médecine à Lyon, atterrit à Saint-Roch 2 jours plus tard. Elle arriva directement à la clinique, un sac de voyage sur l'épaule, la fatigue du trajet gravée sur le visage. Elle ressemblait à sa mère, mais son regard portait la douceur d'une génération moins rigide. « Monsieur Morel, je suis Léa, la fille d'Émilienne. Je viens d'apprendre pour sa situation financière. Elle n'a plus rien, et elle a promis de payer un traitement qu'elle ne peut absolument pas assumer. » André resta figé. Il secoua lentement la tête. « Elle ne m'a rien dit. Elle semblait si... » « Ma mère sait parfaitement préserver les apparences, » dit Léa avec un sourire amer. « Elle préfère vendre ses bijoux que d'admettre qu'elle a besoin d'aide. Mais là, elle va droit dans le mur. » Avant qu'André ne puisse répondre, Clara surgit de la salle de soins, son téléphone à la main visiblement troublé. « Venez vite, c'est Rex. » La stabilité des derniers jours venait de voler en éclats. Rex, qui semblait mieux encore le matin même, était entré en convulsion. Clara administra un sédatif, vérifia les constantes. Sa température grimpe en flèche, 40,6. Je soupçonne une infection, mais je ne sais pas encore où. Le combat reprit. Clara ordonna des prélèvements en urgence, fit envoyer les échantillons,
à un laboratoire de Grenoble. Pendant que l'équipe installait des couvertures d'eau glacée autour de Rex, Léa restait figée, regardant ce chien qu'elle ne connaissait pas mais que sa mère avait choisi de tout sacrifier pour sauver. Vers 2 heures du matin, l'appel du laboratoire tomba. Clara raccrocha le visage fermé. Infection bactérienne agressive, résistante aux antibiotiques classiques. On a besoin d'un traitement spécifique. Et vite, le seul établissement vétérinaire possédant la molécule en question se trouvait à Annecy. 1h30 aller, sans compter le retour. Lucas n'hésita pas une seconde. « Je prends le camion, je reviens dès que possible. » À l'aube, Rex luttait toujours. Son souffle était court, sa langue desséchée. Clara fit ce qu'elle put pour maintenir les fonctions vitales. André, lui, ne bougeait plus de son côté. Il parlait tout bas, des souvenirs, des promesses, des pardons. « Tu m'as toujours sorti de mes ténèbres, mon grand. Alors maintenant, c'est moi qui vais t'aider à sortir des tiennes. Mais si tu dois partir, je te laisse y aller en paix. Je ne veux pas que tu souffres juste parce que moi, je ne suis pas prêt. » Clara lui posa une main sur l'épaule. « Tu n'as pas à décider maintenant. Attendons de voir si l'antibiotique agit. » Mais tous savaient que l'issue restait incertaine. Et que cette nuit-là, tout pouvait basculer. L'aube du 35e jour se leva sur Saint-Roch avec une lumière grise, froide, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. À l'intérieur de la clinique, la tension était palpable. L'infection avait été partiellement ralentie par l'antibiotique spécial rapporté en pleine nuit par Lucas, mais Rex restait dans un état critique. Son corps affaibli, déjà éprouvé par la chute, les fractures et la rééducation, peinait à faire face à cette nouvelle agression. Clara avait passé la nuit à ses côtés, alternant injections, perfusions et mesures désespérées pour contenir la fièvre. Vers 6 heures du matin, elle rejoignit André dans la petite salle de pause. Elle tenait en main une tablette affichant les dernières analyses sanguines. Son visage, d'ordinaire symétrisé, trahissait une lassitude inquiète. Ses reins commencent à fatiguer, le foie aussi, on approche de la limite. André ferma les yeux un instant, il avait entendu ce ton. Il l'avait utilisé autrefois, pour annoncer à des familles que leurs proches n'étaient plus qu'un battement de cœur artificiel. « Dis-moi ce que tu veux dire, clairement. » Clara inspira profondément. « Je dis que malgré tout ce qu'on a fait, malgré chaque centime investi, chaque heure passée à se battre, on est en train de perdre du terrain. Et que peut-être, juste peut-être, il faut commencer à envisager de le laisser partir. » André se leva brutalement, faisant grincer la chaise contre le sol. Non, il a survécu à la chute, aux opérations et à la douleur. Il était debout il y a 2 jours. Rex ne lâche pas. Et moi non plus. Clara ne répondit pas. Elle savait que l'ultime combat ne se livrait pas entre la vie et la mort, mais entre l'espoir et la raison. Dehors, la nouvelle se répandit vite. Un vent de tristesse souffla sur Saint-Roch. La foule qui se rassemblait chaque jour devant la clinique se fit plus silencieuse, plus grave. Les discussions, jadis enthousiastes, se muèrent en prières à demi-mot, des bougies furent allumées, un enfant accrocha une pancarte sur la grille « Tiens bon Rex, tu es notre héros ». Émilienne et Léa, mère et fille, restaient côte à côte. Léa n'avait pas encore abordé la question financière avec sa mère. Ce n'était plus le moment. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas une lubie, c'était une dette d'honneur, une réponse à un acte de bravoure que peu avaient su reconnaître à sa juste valeur. À l'intérieur, André ne quittait pas son chien. Il lui parlait doucement, lui rappelait des souvenirs, des aventures, des moments ordinaires devenus sacrés. Tu te souviens de cette randonnée au col du Verrier, quand tu t'étais jeté dans le lac sans réfléchir, juste pour rattraper mon chapeau que le vent avait emporté? Tu étais trempé. Et moi aussi. Mais tu l'avais sauvé, ce fichu chapeau. Tu sauves toujours ce qui compte. Alors sauve-toi maintenant, s'il te plaît. Vers 11 heures, Clara injecte une nouvelle dose d'antidouleur. Puis, comme par miracle, les yeux de Rex s'ouvrirent. Lents, troubles, mais conscients. Ils se posèrent sur André. Un éclair de reconnaissance y passa. Son museau trembla légèrement. Puis, lentement, il cligna des yeux. André sentit une bouffée de chaleur remonter en lui, briser la chape de plomb qui lui pesait sur la poitrine depuis des heures. Le soir venu, Lucas revint avec de nouvelles compresses stériles. En franchissant la porte, il trouva André figé devant la cage. Il le rejoignit, sans un mot, et ce fut Lucas qui rompit le silence. « Tu sais, quand il m'a trouvé dans cette foutue forêt, j'avais lâché prise. L'eau montait, ma jambe était coincée, je m'étais résigné. Mais ce chien, il est arrivé en aboyant comme un soldat furieux. Il refusait que je me laisse mourir. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on doit lui rendre la pareille.
lui dire qu'il a le droit de partir, s'il en a besoin, que c'est pas une trahison, que c'est du courage aussi de savoir quand s'arrêter. André ne répondit pas. Pas encore. Mais dans ses yeux, une fissure venait d'apparaître, l'ombre du doute. Et c'est à ce moment-là que Clara surgit, son téléphone à la main, le regard fendu d'alerte. Les dernières analyses viennent d'arriver. Il y a quelque chose d'anormal. Une substance dans son sang. Ce n'est pas un antibiotique. Ce n'est pas une molécule qu'on lui a administrée. André fronça les sourcils. Tu veux dire un empoisonnement? Clara acquiesça lentement. Un toxique lent, difficile à identifier. Pas assez pour tuer immédiatement, mais assez pour compromettre la guérison. Et si c'est ça, alors l'infection n'est peut-être pas due à sa chute. Elle a pu être provoquée. Lucas se redressa, les poings serrés. Il faut comprendre d'où ça vient. Et vite. C'est alors que Marc Lefort, le journaliste du Messager, fit irruption dans le hall, visiblement agité. Il tenait son ordinateur portable comme un trophée. « Monsieur Morel, je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Il ouvrit une série de photos prises par un photographe animalier quelques jours avant la chute de Rex. Sur les clichés, on distinguait une partie de la falaise. Et deux silhouettes, floues mais visibles. Des hommes transportant de longues valises rigides. Ce ne sont pas des randonneurs, souffla Marc. Ces valises, ce sont des étuis pour fusils longue portée. Et ce coin de montagne est connu pour être un site illégal de chasse au bouquetin. J'ai contacté les agents forestiers. Ces hommes correspondent à des suspects dans plusieurs affaires de braconnage. Ils étaient là le jour de la chute. André sentit la colère lui traverser les veines comme une onde glaciale. Tu es en train de me dire que Rex n'est pas tombé par accident, qu'il a été empoisonné, poussé? Clara ajouta la voix grave. Un chien entraîné à la recherche peut très bien avoir dérangé ces hommes. Ils auraient pu voir en lui un danger, un témoin, et agir. Le combat de Rex prenait une toute nouvelle dimension. Ce n'était plus une lutte contre le hasard. C'était un crime. Et désormais, tout le monde voulait des réponses. Dès l'aube du 36e jour, la clinique de Saint-Roch devint le centre d'une double mission. Sauver Rex et découvrir la vérité sur sa chute. André, usé mais déterminé, se rendit dès la première heure au poste de gendarmerie, où il fut accueilli par le commandant Lionel Barral, un ancien collègue. « Je suis à la retraite, mais tu sais lire un rapport mieux que quiconque » dit André, posant les photos apportées par Marc sur le bureau. « Regarde ça, ces hommes, ces valises, l'endroit. Tu sais ce que c'est » Le commandant acquiesça. « C'est du matériel de chasse illégal, fusil silencieux, longue portée. Et le terrain parfait pour le braconnage. Tu penses que ton chien a été ciblé ? Je n'ai plus aucun doute. » Barral sortit un dossier épais. On a reçu un signalement à cette période. Un photographe à l'animalier parlait d'une activité suspecte près du Rocher Noir. Les agents forestiers ont retrouvé un campement abandonné, des traces de pneus, rien de concret à l'époque. Mais avec ces clichés, André les examina avec l'œil du policier qu'il avait été. Ces types connaissaient parfaitement la zone. Ils ont évité les sentiers principaux. Et ça, il montra un détail flou sur l'un des clichés. Ce n'est pas un fusil de chasse. Trop long, trop fin, c'est une arme sur mesure. Et ils sont deux. Barral soupira. On va croiser ça avec les plaques signalées dans les environs et interroger les suspects déjà connus pour du braconnage. Pendant ce temps, à la clinique, Clara s'entretenait en visio avec un laboratoire vétérinaire spécialisé. Le toxique retrouvé dans le sang de Rex venait d'être identifié. Un pesticide interdit, utilisé autrefois dans certaines régions pour éliminer les renards. Un produit interdit depuis 20 ans, mais toujours utilisé clandestinement. Il attaque le système nerveux lentement. Désorientation, faiblesse, puis effondrement immunitaire. Clara raccrocha le regard noir. Ce n'était plus seulement un patient en danger. C'était une tentative délibérée d'élimination. Et Rex avait survécu, contre toute logique. Lucas, de retour du jardin, entra à cet instant, la mâchoire serrée. « Je viens d'appeler un de mes anciens collègues de la réserve naturelle de Rochevive. Il surveille deux frères qui organisent des chasses illégales en montagne. Ils ont été repérés près de Saint-Roch 3 jours avant la chute de Rex, Carson et Warren Marchand. Ce sont eux, sur les photos, j'en mettrai ma main à couper. » Le commandant Barral, mis au courant dans la foulée, lança une opération conjointe avec les gardes forestiers et les agents de l'Office national de la biodiversité. L'objectif, un campement repéré la veille, dans une vallée reculée, à moins de 20 km de la clinique. À 6 heures du matin, alors que le village s'éveillait lentement, les forces de l'ordre s'enfoncèrent dans les sentiers boisés. L'intervention fut rapide, chirurgicale.
Les deux frères furent surpris en pleine préparation d'une nouvelle traque. Parmi le matériel saisi, des fusils non enregistrés, des jumelles militaires et surtout un flacon à moitié vide du même pesticide retrouvé dans le sang de Rex. Mais ce n'était pas tout. Dans une carte mémoire récupérée dans l'un des appareils photos des braconniers, les enquêteurs découvrirent une série d'images glaçantes. L'une d'elles montrait Warren marchant, debout, au bord d'une falaise, pointant du doigt vers le vide. Le lieu était identifiable, le précipice de la chute de Rex. La date correspondait. Le soir même, à la clinique, le commandant Barral rendit compte à André et Clara. Ils ont reconnu avoir croisé Rex, l'avaient vu comme une menace. Ils ont tenté de l'empoisonner, mais comme il résistait, ils l'ont suivi, attendu qu'il soit seul, puis l'ont précipité dans le vide. André ferma les yeux. Le sol sembla se dérober sous lui. Il sentit la main de Clara sur son épaule. Ce n'était pas un accident, pas une malchance. C'était un acte de lâcheté. Mais ils ont échoué, parce qu'il est encore là, et il tient bon. Dans le jardin de la clinique, ce soir-là, une petite cérémonie improvisée réunit ceux qui, depuis des semaines, veillaient sur Rex. Les enfants de l'école vinrent déposer des lampions en cercle. Marc lut quelques lignes de son prochain article. Il est tombé, oui, mais il ne s'est pas brisé. Et dans sa chute, il a rassemblé ce que les années avaient dispersé. Une communauté, un espoir, une force. André s'agenouilla à côté de Rex, qui reposait paisiblement sous une couverture. Le regard du chien était clair, son souffle plus stable. On va pouvoir aller de l'avant, mon vieux. Pas pour oublier, mais pour reconstruire. Et je te le promets, ils ne te feront plus jamais de mal. Le lendemain matin, à la clinique de Saint-Roch, le soleil baignait la salle de soins d'une lumière tiède. Pour la première fois depuis des jours, Rex semblait véritablement reposé. Ses yeux suivaient les mouvements autour de lui, ses oreilles s'agitaient faiblement au son des voix familières. Et lorsque André entra, une tasse de café à la main, la queue de Rex battit doucement contre la couverture, un rythme lent, mais déterminé. Clara s'approche, les résultats sanguins du jour à la main. La fièvre est tombée. Les reins se stabilisent. Le foie aussi. Il est encore faible, mais son organisme élimine enfin le poison. Et le plus incroyable, sa moelle épinière n'a pas subi de dégradation supplémentaire. André baissa les yeux vers son chien. « Il est plus dur à faire tomber que n'importe quel criminel que j'ai poursuivi », murmura-t-il avec tendresse. L'après-midi fut consacré à un nouveau test. Clara proposa de retenter une mise en position verticale, aidée par le harnais et soutenue par Lucas. Émilienne et Léa étaient là, silencieuses, suspendues au moindre mouvement. On plaça le harnais autour du corps de Rex avec une infinie précaution, on l'aida à se redresser. Et comme la fois précédente, il se tint debout. Mais cette fois-ci, il fit un pas, puis un autre. Tremblant, imprécis, maladroit, mais réel. Clara retint son souffle. Ce n'est plus juste un réflexe. Il veut se déplacer, il tente de reconnecter ses mouvements. André avait les larmes aux yeux. « Tu es un miracle, mon vieux. » Un foutu miracle. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle parcourut le village comme une onde de chaleur. Pour la première fois, les gens ne parlaient pas seulement de survie, mais de renaissance. Rex, le chien qui avait défié une falaise, une infection, un empoisonnement, marchait. Certes, il n'était pas guéri. Il marchait comme un animal convalescent, encore vacillant. Mais il marchait. Le soir, une fête improvisée eut lieu devant la clinique. Des guirlandes furent accrochées, des tartes partagées, des chansons fredonnées. Même Franck Delmas, le quincaillier au cœur rugueux, proposa des boissons chaudes à tous les visiteurs. Un vieil accordéoniste s'installa sur un banc et la place de la clinique se transforma en bal silencieux. À l'intérieur, dans la salle encore éclairée par les veilleuses médicales, l'équipe discutait de l'avenir. Clara, assise à la table de pause, déroulait le plan de rééducation sur plusieurs mois. La semaine prochaine, on commence les séances de tapis roulant aquatique. 15 minutes au début, pas plus. Ensuite, on augmente selon sa tolérance. Le harnais dorsal sera encore nécessaire plusieurs semaines. Et ensuite, s'il progresse bien, on pourra passer au travail en terrain incliné. André hochait la tête à chaque étape. Mais une question le brûlait. Et à long terme, est-ce qu'il pourra retrouver une vie normale? Clara prit un instant pour réfléchir. Normale, non. Il y aura des séquelles, des raideurs, peut-être une démarche anormale, une sensibilité au froid. Mais il pourra se déplacer, sortir, interagir, vivre et surtout ne plus souffrir.
André regarda Rex dormir paisiblement, son flanc se soulevant lentement au rythme de sa respiration. C'est tout ce qui compte, qu'il puisse encore aimer et être aimé. Ce fut alors Émilienne qui prit la parole. « Je voulais vous annoncer quelque chose, j'ai vendu la maison. » Léa, surprise, la regarda. « Tu ne me l'avais pas dit. Je sais, ce n'était pas un sacrifice, c'était un choix. Trop d'espace pour une seule femme. Et j'ai trouvé un petit cottage près de la mairie, simple mais parfait. Et j'ai décidé que ce que je n'utiliserai pas ira dans un fonds, le fonds Rex Morel, pour aider les animaux de service et leurs familles à financer les soins d'urgence. Parce que ce qu'on a vécu ici, ça ne doit pas s'arrêter là. » Le silence fut respectueux, presque solennel. Léa, les yeux embués, posa une main sur celle de sa mère. « Je n'ai pas compris tout de suite, mais maintenant je vois. Tu as choisi la vie. Pas la tienne, pas celle de ton confort, celle d'un animal. Mais en faisant ça, tu nous as tous rappelé ce qui compte. » À ce moment précis, Rex se redressa légèrement et se tourna vers eux. Il n'aboyait pas, il n'appelait pas. Il regardait simplement, présent, debout, vivant. Et tout le monde sut que cette histoire ne serait pas simplement celle d'un chien tombé d'une falaise, ce serait celle d'une renaissance, d'une guérison, et d'un peuple qui, en sauvant un chien, avait peut-être sauvé une part de lui-même. Le 38e jour s'annonça clair et lumineux. Le ciel au-dessus de Saint-Roch d'un bleu profond semblait célébrer un apaisement longtemps attendu. Dans la salle de soins, baignée de cette lumière douce, Rex ouvrit les yeux et tourna la tête. Ses mouvements étaient lents mais assurés. Il n'avait plus ce voile de douleur dans le regard. Il observait, il comprenait, il était pleinement là. André entra doucement, un sourire fatigué sur le visage, un gobelet de café à la main. Il posa son sac, s'accroupit et tendit la main. Rex la reconnut immédiatement. Il émit un gémissement grave et remua la queue. Puis, baissant Z, il leva légèrement son buste et reposa son museau dans la paume calleuse de son maître. « Bonjour, mon vieux soldat » murmura André, la voix cassée par l'émotion. « Tu es de retour. » À cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. 2 jours plus tôt, l'opération conjointe de la gendarmerie et des agents de l'environnement avait mis fin au réseau de braconnage des frères marchands. Les preuves s'étaient révélées accablantes. Photos, vidéos, matériel et surtout une confession complète. Rex avait été pris pour cible volontairement. Ils avaient tenté de l'empoisonner, puis l'avaient poussé. Ils pensaient que personne ne remonterait jamais jusqu'à eux. Ils ne s'étaient pas attendus à ce qu'ils survivent, et encore moins qu'ils soient la clé de leur chute. Dans la salle de pause, Clara, Émilienne, Lucas, Léa et Marc s'étaient rassemblés. Chacun avait son café à la main, mais personne ne parlait. Il contemplait Rex à travers la vitre, debout dans son harnais, regardant calmement la montagne par la fenêtre. Marc brisa le silence le premier. « Je crois que je tiens la fin de mon article. Mais c'est pas une fin, en fait. C'est un début. » Lucas acquiesça. « C'est plus qu'une histoire de chien. C'est la preuve que, même quand tout semble perdu, parfois on a raison de continuer à croire. » Clara, elle, songeait déjà aux prochaines étapes. On commencera les séances de tapis roulant sous-marin demain. Il faut encore aller doucement, mais je pense qu'il est prêt. Le lendemain, la séance eut lieu dans la pièce transformée en salle de rééducation. Le tapis immergé dans l'eau tiède, les harnais sécurisés, Clara donna les instructions. On reste à 10 minutes pour commencer, pas plus, et on observe chaque mouvement. Rex fut placé dans l'eau avec douceur. Dès que ses pattes touchèrent le fond, il se mit à bouger. Au début maladroitement, puis avec une coordination surprenante. Son regard restait fixé sur André, posté devant lui, l'appelant doucement. Chaque pas semblait dire « Je suis là, je reviens ». Quand la séance fut terminée, tout le monde applaudit. Même Clara, d'ordinaire si mesurée, se permit un éclat de rire discret. On a franchi un cap. À l'extérieur, le village se préparait à une fête. Pas une cérémonie officielle, mais un hommage spontané. Une grande bannière avait été tendue entre 2 arbres devant la mairie. « Bienvenue chez toi, Rex !» Les enfants avaient décoré les trottoirs de dessins à la craie. Des empreintes de pattes, des cœurs, des messages naïfs mais puissants. « Rex, le courage. Rex, notre ami. » Dans le bureau de Clara, Léa se pencha vers sa mère. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as tout donné. Tu n'as plus rien. » Émilienne resta un moment silencieuse. Puis elle répondit « Je vais recommencer. Une vie plus petite, plus simple.
mais plus pleine. J'ai compris que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on garde, c'est ce qu'on partage. Plus tard, André rejoignit Clara près du jardin. Ils observaient Rex, allongé à l'ombre, respirant paisiblement. « Il y a quelque chose que je voudrais faire, dit-il, une fois qu'il sera assez fort. »« Quoi donc ?» demanda Clara. « L'inscrire comme chien de soutien émotionnel. Il ne courra plus dans les montagnes. Mais il pourra rendre visite à des anciens combattants, à des enfants malades, à des gens comme moi qui ont besoin d'un regard loyal pour ne pas sombrer. » Clara hocha lentement la tête. « Il serait parfait pour ça. Un survivant, un symbole. » Lucas ajouta depuis l'autre bout du jardin « Ma sœur travaille dans un centre à Valence. Elle cherche justement un binôme pour un programme pilote. Je peux faire le lien si tu veux. » André sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il se projetait. Non pas dans un passé qu'il chérissait, mais dans un futur qu'il ne redoutait plus. La nuit tomba sur Saint-Roch dans une paix rare. Les lampadaires diffusaient une lumière chaude et les montagnes, en toile de fond, veillaient comme de vieux géants endormis. Rex dormait aussi, profondément, rassuré, entouré. Et demain, il marcherait un peu plus loin. Les jours suivants passèrent dans un mélange de soulagement et de reconstruction. Chaque matin, Rex accomplissait de petits progrès. Il parvenait désormais à se tenir debout seul pendant plusieurs minutes, à faire quelques pas sans harnais sur un sol lisse. Ses muscles se renforçaient lentement. Son regard, lui, avait déjà retrouvé toute sa clarté. Clara, dans son bureau devenu centre de commandement médical, planifiait les prochaines étapes de la rééducation avec une précision d'ingénieur. On va intégrer les escaliers à la fin de la semaine, mais uniquement 2 marches, pas plus. Et j'aimerais tester une séance en extérieur à plat avec les harnais de soutien. Il a besoin de se reconnecter avec l'environnement. André hochait la tête à chaque consigne. Il avait appris à manipuler les sangles, à surveiller la respiration, à détecter les micro-signes de fatigue ou de douleur. Mais au fond, il savait que tout cela allait au-delà du soin. C'était une reconstruction mutuelle. Dans son esprit, un projet grandissait. Il en parla à Clara un soir, alors que le calme était revenu dans la clinique. Il y a un vieux centre désaffecté à 5 km d'ici, une ancienne colonie de vacances, avec un terrain plat, ombragé et des bâtiments encore solides. J'ai pris contact avec le maire. Il est prêt à nous le louer pour une bouchée de pain. Clara haussa un sourcil. « Tu veux en faire quoi ?» André sourit. « Un centre de convalescence pour animaux de travail blessés. Et leur maître, parce que parfois, les deux ont besoin de guérir ensemble. » Clara resta silencieuse. Puis simplement, elle répondit « Je veux en faire partie ». Pendant ce temps, Émilienne, installée dans son nouveau cottage en centre-ville, recevait les premiers courriers de gratitude. Des familles de Saint-Roch, mais aussi de loin. Des messages de vétérans, de parents d'enfants handicapés, de bénévoles d'associations, tous touchés par l'histoire de Rex, tous inspirés. Léa l'aidait à trier les lettres. Certaines contenaient des dons, d'autres des témoignages. Une lettre attira particulièrement leur attention. Elle venait d'une petite ville en Bretagne. Une femme y racontait que son propre chien d'assistance avait été refusé par plusieurs cliniques des vétérinaires à cause de son âge. Elle avait dû se résoudre à l'euthanasie. « Si j'avais eu un endroit comme chez vous, je l'aurais encore à mes côtés. Merci d'avoir fait ce que personne n'a eu le courage de faire pour le mien. » Émilienne reposa la lettre avec soin. Ce fonds, ce centre, il ne doit pas seulement survivre, il doit grandir. L'après-midi même, elle rencontra Marc Lefort, le journaliste. « Je veux raconter ce que ça m'a coûté, mais aussi ce que ça m'a apporté. Je veux que les gens sachent que donner ne détruit pas, que parfois ça sauve. » Marc accepta. L'article parut 2 jours plus tard en une du Messager du Dauphiné. Le titre, en lettres sobres, « Le prix d'un miracle ». En dessous, la photo de Rex, debout, harnais allégé, regard tourné vers les montagnes. La lecture de l'article déclencha une nouvelle vague d'émotions. La clinique reçut plus de 500 messages en 24 heures. Certains voulaient faire des dons. D'autres souhaitaient savoir comment devenir famille d'accueil. Un couple de vétérinaires de Toulouse proposa son aide pour créer une antenne dans le sud. L'onde de choc dépassait désormais largement les limites de Saint-Roch. Et pourtant, dans ce tourbillon d'attention médiatique et de projets en cascade, André restait ancré à l'essentiel. Chaque soir, avant d'éteindre les lumières, il s'asseyait à côté de Rex, posait la main sur son dos et lui parlait. « Tu vois, mon vieux, on n'a pas simplement tenu bon, on a trouvé un sens. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es devenu un guide.
Un soir, alors qu'ils revenaient d'une petite promenade autour du jardin, Léa les rejoignit, un sourire timide sur les lèvres. « Je me suis inscrite comme volontaire pour le centre. Le travail hospitalier, c'est bien, mais ici, je sens que je peux vraiment changer des choses. » André lui serra doucement l'épaule. « Tu feras des merveilles. » Et dans la pénombre apaisée de la clinique, tandis que les étoiles scintillaient au-dessus des cimes, tout le monde sentait que le plus dur était derrière eux. Mais une dernière surprise, douce et inattendue, attendait encore André et Rex. Le 42e jour, alors que la clinique reprenait son rythme presque normal, un courrier inhabituel arriva au nom d'André. Un pli officiel envoyé depuis le ministère de l'Intérieur. Clara le remit à l'ancien policier avec un sourire intrigué. « On dirait que tu as attiré l'attention de plus haut encore. » André ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une lettre signée à la main. Le ministère reconnaissait officiellement les services rendus par Rex à la communauté. Sauvetage en zone inondée, détection lors d'un incendie domestique, intervention post-séisme, la liste était longue. Mais la dernière ligne était la plus marquante. En vertu de ses actions exceptionnelles et de son courage hors norme, le ministère lui accorde la médaille de la bravoure civile, à titre symbolique et exceptionnel. André resta un instant figé. Puis il tourna les yeux vers Rex, couché à ses pieds, la tête sur ses pattes. « T'as vu ça, mon gars? Une médaille. Pour toi. » Le chien leva les yeux, puis battit doucement de la queue. Pas pour la médaille, mais pour la voix de celui qui l'avait toujours protégé. Une semaine plus tard, la mairie de Saint-Roch organisa une cérémonie discrète, mais émouvante. Pas de podium, pas de fanfare, juste quelques chaises en cercle, des voisins, des amis, et le maire, un peu raide dans son écharpe tricolore. Quand il accrocha la médaille au harnais de Rex, un silence respectueux traversa l'assistance. Puis, et tout doucement, les applaudissements s'élevèrent, longs, sincères, mérités. Et au milieu de la foule, Émilienne essuyait une larme, Léa à ses côtés. Clara souriait, Lucas filmait en silence. Marc prenait des notes pour ce qu'il annonçait déjà comme le dernier chapitre d'un héros. Mais, pour André, ce n'était pas une fin, c'était une naissance. Car 2 mois plus tard, le centre d'accompagnement animal-humain de Saint-Roch, qu'on appelait déjà le refuge Rex, ouvrait ses portes. Le premier pensionnaire, un jeune chien policier blessé lors d'une intervention. Le second, un ancien maître chien militaire souffrant de stress post-traumatique. Tous deux trouvèrent chez André, Clara, Émilienne, Léa et toute l'équipe un lieu où guérir ensemble. Et Rex, il devint leur guide, pas par les ordres, plus par les aboiements, mais par sa simple présence, par sa démarche encore hésitante mais résolue, par son regard franc, par cette manière qu'il avait de s'approcher des nouveaux arrivants et de poser sa tête contre eux, comme s'il leur disait « Moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai été brisé, mais regarde, je suis encore là ». L'épaisse cicatrice sur sa cuisse, le harnais qu'il portait toujours pour soulager ses hanches, n'étaient plus des stigmates. Ils étaient devenus des insignes, des preuves vivantes de sa renaissance. Un jour, un enfant autiste qui refusait de parler depuis des mois posa sa main sur la tête de Rex et murmura son prénom. Ce fut le début d'un nouveau chapitre pour cet enfant et pour sa famille. Et tous comprirent que Rex continuait d'accomplir des miracles, chaque jour, dans le silence des petits gestes. André, lui, retrouvait un sens. Il n'était plus l'ancien flic fatigué, le veuf perdu, l'homme seul dans une maison pleine d'échos. Il était devenu mentor, gardien, fondateur d'un lieu où les blessures physiques et morales pouvaient coexister et guérir ensemble. Et chaque soir, avant de fermer les portes du centre, il avait le même rituel. Il s'asseyait auprès de Rex, lui parlait de la journée, du nouveau pensionnaire arrivé, du repas du soir ou des fleurs plantées par les enfants de l'école. Un soir, alors que la lumière déclinait sur les montagnes et que le ciel s'embrasait de rose et d'or, il caressa Rex entre les oreilles et murmura « Tu sais, Marianne aurait adoré ce qu'on a construit. Elle t'appelait trop fougueux, mais elle aurait vu que tu es bien plus que ça. » Que tu es la preuve vivante que l'amour, la loyauté et la seconde chance peuvent se changer le monde. Et Rex, comme s'il comprenait, poussa un profond soupir et ferma les yeux. Ce que l'on retiendra de cette histoire, ce ne sont pas seulement les fractures, la douleur ou les heures sombres. Ce sont les ponts créés entre des êtres qui n'avaient parfois plus rien en commun que la souffrance.
Ce sont les cœurs qui ont recommencé à battre au rythme d'un chien blessé, tombé de 60 mètres, mais qui s'est relevé avec la force d'une légende. Rex n'était pas un miracle. Il était la somme de chaque geste, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque main tendue. Il était la preuve que, même quand tout semble perdu, il reste encore quelque chose à sauver, et quelqu'un pour le faire. Et toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi, peu importe les chutes, les cicatrices, les pertes, ce n'est jamais fini tant qu'il reste une étincelle, un regard, un pas vers l'avant, même vacillant. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et surtout à partager vos pensées dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Et surtout, n'oubliez jamais que parfois les héros marchent à quatre pattes. À très bientôt pour une nouvelle histoire.